Donc, merci beaucoup au comité d'organisation de nous avoir proposé de parler aujourd'hui. Dans ce topo, on va aborder plus les aspects physiciens, donc les aspects techniques de la prise en charge de la réirradiation, que font les centres en pratique, et puis on aura une troisième partie plus sur notre expérience CLB. Donc au niveau des aspects techniques, voilà, la grande problématique quand on a à prendre en charge un cas de réirradiation, c'est comment aborder le cas. On a la nécessité de bien connaître l'irradiation antérieure et de disposer de méthodes et d'outils adaptés pour évaluer les recoupes, pour déterminer les doses qui ont déjà été délivrées aux organes à risque, ceci afin de définir des contraintes de dose pour le plan à venir et puis éventuellement des volumes d'optimisation si on veut protéger seulement une partie de l'organe. Et puis, on a la nécessité, in fine, d'évaluer le cumul de doses pour valider le raisonnement et pour vérifier qu'on reste dans les clous. Donc, concrètement, quelles informations on a sur les traitements antérieurs? Donc, il y a plusieurs cas de figure. Soit on a affaire à un traitement qui est très ancien à ce moment-là. On n'a pas forcément les données d'ICOM disponibles, donc on se débrouille comme on peut. Donc, soit dans le meilleur des cas, on a une dosie papier, on arrive à avoir accès à des données HDV, éventuellement à reconstruire la balistique pour avoir une estimation un peu approximative des doses qui ont été passées. Soit on n'a rien du tout et à ce moment-là, on va avoir une approche très, très, très prudente. Si on a les données d'ICOM disponibles, donc clairement, c'est vraiment l'idéal. Donc, il y a deux cas de figure. Soit on ne dispose pas d'outils adaptés et on peut avoir recours à des méthodes manuelles, qu'on appelle manuelles, mais typiquement des copies d'isodose de l'ancien plan de traitement ou le recours aux sommations de doses points, donc soit les doses max ponctuelles aux organes à risque, soit dans une approche un petit peu plus élaborée des doses max par tronçon d'organes à risque. Donc ça, c'est une approche qui est safe, mais qui est plutôt très conservatrice et qui est souvent très, très fastidieuse et potentiellement, on peut se tromper facilement. Donc, c'est important d'être très, très vigilant et d'avoir un double regard médecin-physicien quand on aborde les choses avec cette approche. La voie royale, c'est clairement de disposer d'outils logiciels qui intègrent vraiment des options avancées pour évaluer les cumuls de doses. Et il ne faut pas oublier qu'on a besoin de disposer des rapports de plan de traitement, des comptes rendus de fin d'irradiation. D'abord parce qu'on a besoin d'avoir accès à une information essentielle qui est le nombre de fractions qui ont été planifiées et puis ce qui a été réellement réalisé. On a aussi besoin de savoir s'il y a eu des interruptions de traitement, un arrêt définitif avant la fin du traitement ou une réévaluation. Et puis, du point de vue médical, on a besoin de connaître la tolérance au précédent traitement. Donc, parmi les outils avancés, idéalement, les logiciels doivent permettre d'abord de lire les données d'ICOM. Donc, indépendamment du TPS d'origine, il faut une universalité au niveau de la lecture des DICOM. Ceci afin d'avoir une description complète de l'irradiation antérieure, donc full 3D, le CT, la dose, les structures. On a besoin également que ces outils intègrent des modèles radiobiologiques pour faire de la conversion de doses physiques en doses biologiques, plan par plan, et si possible voxel par voxel. Donc, ce n'est pas forcément une option disponible dans tous les outils. Certains appliquent des facteurs globaux à tout le plan. Voilà. Et puis, on a besoin d'outils de recalage déformables, rigides ou déformables. Donc, ceci afin de recaler les images et puis de recaler et de déformer la distribution de doses. Et afin d'évaluer les recoupes, de définir des contraintes et puis, in fine, de valider le cumul de doses. Donc, l'utilisation des modèles radiobiologiques. Donc, nous, au Centre Lambera, on dispose du logiciel MIM qui nous permet de faire de la conversion EQD2 ou BED. Donc, il est nécessaire de faire les conversions, particulièrement lorsqu'on veut sommer des traitements avec des schémas de fractionnement différents, histoire d'être dans le même référentiel. On travaille beaucoup en EQD2. Voilà, pour nous, c'est d'abord parce qu'on a des références qui sont basées EQD2, et puis aussi parce que c'est quand même plus intuitif. On sait bien se représenter ce que c'est un équivalent degré par rapport aux contraintes de dose qu'on a en irradiation de novo. Mais la conversion EQD2 ou BED, ça va beaucoup dépendre des outils disponibles, des pratiques du centre et des référentiels sur lesquels les centres s'appuient. Marie-Pierre en a parlé, voilà, mais il y a la question du choix des ratios alpha sur bêta. Est-ce qu'on prend le même pour toutes les structures?
Si on ne prend pas le même, il faut être assez vigilant dans les logiciels à tout ce qui est gestion des overlaps, parce qu'on peut potentiellement, nous, on a eu des surprises comme ça, donc avoir peut-être une stratégie de double contrôle manuel des EQD de max, par exemple, qui sont calculés aux organes pour s'assurer qu'on a bien géré voilà, la priorisation des structures quand on a des superpositions de structures. Et puis, on a besoin de renseigner au logiciel le nombre de fractions pour pouvoir faire ce calcul. Donc, le deuxième outil qui est indispensable dans les logiciels, c'est donc le recalage d'images. Ça consiste à déterminer la transformation qui permet d'aligner les deux séries, la série de référence qui est généralement le scan le plus récent en réirradiation, puis la série secondaire qui va être l'ancien scan. Donc, le recalage d'images, rapidement, c'est un processus qui repose sur des modèles de transformation, soit rigides, à 6 degrés de liberté, 3 rotations, 3 translations, donc qui appliquent une transformation globale à l'image, soit déformable, donc beaucoup plus complexe, qui va attribuer un vecteur de déplacement à chaque voxel et qui va résulter en un champ de vecteur de déplacement ou déformation. On s'appuie, le recalage s'appuie sur une métrique de recalage pour évaluer la qualité du recalage. Et puis, on a une optimisation. Donc, c'est une boucle, en fait. Donc, l'optimisation, c'est vraiment la partie mathématique, l'optimiseur qui va réajuster le recalage jusqu'à ce qu'on converge vers une métrique satisfaisante. Les limitations du recalage d'image, donc avantages et inconvénients, j'aurais plutôt dû dire. Le rigide, c'est clairement une transformation un recalage qu'on comprend bien, qui est assez simple, qui est répandu, qui est maîtrisé, dont on est capable d'apprécier facilement les incertitudes. Mais ça reste un recalage limité quand on a des modifications anatomiques majeures. L'avantage du recalage déformable, c'est qu'il tient compte des variations anatomiques, mais c'est une solution, c'est une méthode de recalage qui peut aboutir à de multiples solutions et il n'y a pas de vérité terrain pour être capable de vérifier facilement le recalage. Les incertitudes, elles peuvent être liées aux données d'entrée, essentiellement la qualité d'image et puis des variations anatomiques importantes, mais également aux performances intrinsèques de l'algorithme. Et pour évaluer les algos de recalage d'image, on vous conseille de vous documenter et de suivre les recommandations AAPM TG132 qui notamment propose des fantômes numériques qui sont téléchargeables gratuitement sur le site de l'AAPM pour mettre en œuvre le contrôle de qualité. Ce qui est important et ce qui est recommandé dans le rapport, c'est aussi, donc on peut faire, avoir un processus de commissioning sur fantôme, mais c'est important d'avoir une évaluation individuelle par patient du recalage visuel et si possible quantitatif, si on dispose d'outils dans le logiciel qui permettent de le faire. Une fois qu'on a fait le recalage d'image, on a la possibilité de transposer la carte haute dose du scanner recalé vers le scanner de référence. Donc ça, c'est le dose mapping. C'est la propagation de la transformation produite par le recalage à la distribution de dose de la série secondaire. Voilà. Donc, on a ce papier récent de Meur en 2023 qui est issu d'un des workshops Estro sur le recalage déformable de 2022, workshop Estrophysics. Donc, il décrit très bien qu'est-ce que c'est que le dose mapping, quelles sont les méthodes qui sont employées dans le dose mapping, quelles sont les limitations du dose mapping, et qui propose des recommandations aux vendeurs. Donc, c'est en fin de papier. Voilà, notamment la nécessité d'implémenter des outils de QA pour évaluer les incertitudes du dose mapping, l'implémentation aussi dans les logiciels d'algorithmes de recalage récents, avancés et plus performants probablement que ceux qu'on a actuellement dans les logiciels. Et puis, il y a aussi toute une série de propositions de recommandations aux utilisateurs en termes de QA et aussi en termes d'utilisation du dose mapping. Ce qui est intéressant dans ce papier, parmi les concepts intéressants qui sont proposés dans ce papier, il y a la notion de où est-ce qu'on va privilégier la qualité du recalage. Ce que disent les auteurs, c'est que c'est peut-être pas indispensable d'être parfait partout, mais par contre, c'est important de bien cibler les zones où ça va être primordial d'être bien recalé. Dans une zone de faible gradient de dose, finalement, une erreur de recalage de dose mapping jusqu'à 25 mm, je crois que c'est ça, je n'ai pas toute la slide, aura assez peu d'impact finalement en termes de dose mappée. En revanche, dans une zone de fort gradient de dose, par exemple, on peut avoir une toute petite erreur sur le mapping qui va avoir potentiellement des grandes conséquences en termes de dose mappée. Et puis, une mise en garde sur les organes très déformables, typiquement l'intestin, pour lesquels
En réalité, il n'y a pas vraiment aujourd'hui de solution de recalage qui soit très, très, très satisfaisante. En tout cas, c'est important de vraiment évaluer le recalage sur ces organes. Et probablement, les méthodes manuelles, typiquement la somme des doses max point, restent plus robustes pour ce type d'organe. Bon, le cumul de doses, je passe rapidement, hein, c'est vraiment le cumul voxel par voxel des cartographies recalées, mais c'est vraiment, on va dire, l'aboutissement du raisonnement. C'est ce qui va nous permettre de vérifier, de valider les hypothèses qu'on a faites au départ, de valider aussi le plan de traitement final pour le nouveau traitement à faire. Et puis, ça nous permet aussi de colliger les métriques des VH. Voilà. Si on dispose de tous ces outils, c'est très très bien et on a beaucoup de chance. En revanche, ça n'affranchit pas d'avoir une réflexion organisationnelle et de structurer le processus au niveau interne. C'est ce qu'on a vu, Marie-Pierre l'a dit. Nous, on a commencé à vraiment se structurer au moment où on a vu qu'on avait une activité de réirradiation qui augmentait beaucoup et qu'on ne suivait plus forcément et qu'on était confronté à des fiches incidents. Donc, on a ces papiers, donc les équipes un peu précurseurs qui ont publié sur des workflows réirradiation, c'est l'équipe de Kelly Paradis et Chuck Mayo. Voilà, donc je vous renvoie à ces papiers. Juste une aparté pour dire voilà ce qui se fait aujourd'hui, ce qui est en cours de développement aujourd'hui en termes de workflow et d'intégration de toutes ces questions de radiobiologie, de recalage d'images, de cumul de doses. Il y a ce papier récent de l'équipe de Leeds qui a proposé ce qu'ils appellent un pathway, donc un parcours quelque part dans un TPS commercial qui permet d'intégrer tous ces éléments voilà, dans une solution commerciale. Donc ça reste encore, donc c'est dans Restation, ça reste encore une version recherche de Restation, mais clairement c'est quelque chose qui est en cours de réflexion et je pense que ça avance très très vite et très très fort du côté de Leeds sur cette question-là. Ce que les auteurs précisent, c'est qu'il y a vraiment un contrôle à chaque étape et que ils ont la possibilité de reprendre la main si le recalage n'est pas satisfaisant, de rebasculer sur un raisonnement qui est plus voilà, un raisonnement comme on aurait en dose max point. Mais tout ça, c'est intégré dans le logiciel. En pratique, que font les centres? Donc, on a quand même maintenant des enquêtes récentes. Donc, on a cette enquête nord-américaine publiée à nouveau par Paradis en 2020, où ils ont sondé 22 centres académiques américains et canadiens pour évaluer un peu les pratiques dans les centres. Donc, parmi les questions qui étaient posées sur le plan technique, la plupart des institutions réalisaient des plans composites lorsque c'était possible. Ils n'ont pas forcément précisé ce que ça voulait dire possible, mais je pense qu'il faut comprendre lorsque les DICOM étaient disponibles. Et puis, au niveau du type de recalage d'image qui était utilisé, dans la grande majorité des cas, les centres utilisaient le recalage rigide et puis le déformable, voilà, dans une mesure limitée, dans une moindre mesure. Ce qui était écrit dans le papier, c'est que clairement, ils avaient des réticences à valider la décision clinique sur la base du déformable seul. En France, on a cette cette enquête qui a été réalisée en 2022 par notre équipe, où on a sondé, voilà, on a été accompagné par la SFPM et la SFRO pour mener cette étude. On a sondé, on a eu 55 répondants. Un peu plus de la moitié des centres répondaient, parmi les 55 centres répondaient qu'ils utilisaient un cumul 3D de doses au moyen d'un logiciel commercial. Le recalage rigide était utilisé en routine pour 75% des centres et occasionnellement pour 15% des centres. Et puis le recalage déformable était utilisé en routine pour 27% des centres et occasionnellement pour 15% des centres. Ce qui est intéressant, c'est quand on leur posait la question de quels étaient les prérequis pour la conduite de la réirradiation, ce qui arrivait vraiment en premier, c'était le fait de disposer d'avoir accès à des techniques de traitement avancées, stéréo et IGRT en premier lieu, mais également VMAT. Et puis, dans une moindre mesure, on avait entre 20 et 30% des centres qui disaient que l'utilisation d'outils avancés pour faire de la conversion de doses, de l'accumulation de doses, du recalage d'image, c'était un prérequis pour la réirradiation. Voilà. Sur une plus grande échelle, on a cette enquête de l'ESTRO-ERTC qui a interrogé également des centres, donc là c'est une enquête mondiale, sur les pratiques en réirradiation. Donc moi je fais vraiment un focus sur la technique, mais ça aborde aussi toutes les questions médicales.
Donc 371 centres répondants sur 55 pays, donc ça ne se limite pas à l'Europe. Ce qui est intéressant, donc ils ont classé par pathologie, mais ce qui est intéressant, c'est que globalement, au niveau des techniques de recalage d'image qui étaient utilisées, il y avait entre 70 et 77% des centres qui répondaient recalage rigide, et puis entre 30 et 45% des centres qui utilisaient également le recalage déformable. Parmi les techniques d'irradiation qui étaient retenues pour la réirradiation, arrivait en tête la stéréotaxie intracrânienne et extracrânienne, et puis également la modulation d'intensité, le VMAT. Et puis, pour calculer la dose accumulée, il y avait un petit peu plus de la majorité des centres qui raisonnaient en dose max point EQD2, entre 40 et 50% des centres qui faisaient du cumul de doses 3D EQD2, et puis dans une moindre mesure, il y avait une trentaine de pourcents de centres qui raisonnaient en dose max point BED et une vingtaine de pourcents des centres qui raisonnaient en cumul de doses 3D BED. Donc si vous n'avez pas encore d'outils aujourd'hui pour faire ça, et si voilà, vous n'avez pas forcément implémenté tous ces outils, bah, vraisemblablement, vous n'êtes pas les seuls. C'est rassurant. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais voilà, ça donne un état des lieux de là où on en est. Parmi les travaux en cours, donc ça a été abordé dans l'introduction, il y a un groupe Astrophysics qui est issu des workshops Astrophysics 2022, dont on fait partie avec Myriam Ayadi qui est présente dans la salle. Donc il y a un groupe dédié aux réirradiations. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails de la production de ce groupe, mais notamment les webinaires qui ont lieu actuellement, et puis le pré-meeting course du prochain congrès Estros sont issus du travail de ce working group. Et puis je vous renvoie à la lettre dont la référence est en bas de page pour aller vous renseigner un petit peu plus. Notre expérience au CLB, donc on a vraiment commencé à voir les indications de réirradiation monter à partir de 2010 et l'indication du CyberKnife, arrivée de la stéréotaxie un peu à grande échelle au centre, et puis surtout pour toutes les localisations, parce qu'avant on faisait essentiellement de la stéréotaxie pulmonaire. À partir de 2012, on a ressenti le besoin d'établir un workflow spécifique au département et une procédure de sécurisation des réirradiations. De 2012 à 2018, on a eu l'outil ArtiView qui permettait de faire du cumul de doses, mais avec certaines limitations. Et à partir de 2018, on a fait l'acquisition du logiciel MIM, et ça, bon, bah, clairement, ça a changé notre vie. En 2020, sous l'impulsion de Marie-Pierre, il y a eu la création de cette réunion réirradiation bi-hebdomadaire. On a mené l'enquête entre 2021 et 2022 avec Myriam et Marie-Pierre. Et puis, depuis 2022, avec Myriam, nous faisons partie du groupe Astrophysics. Et à venir, Marie-Pierre en a parlé, la prochaine étape, c'est le PHRCI ADER. Voilà, au niveau de notre workflow, donc comment on identifie une réirradiation? Donc c'est une information qui, au départ, est médicale. On ne peut pas deviner en dosimétrie que le patient a eu une irradiation précédente. C'est une info qui est récupérée généralement à la première consultation et qui est colligée dans notre Record and Verify. Donc le radiothérapeute a la possibilité de dire si le patient n'a pas été irradié, si oui, mais à distance. Dans ce cas-là, on ne se préoccupe pas de faire un cumul de doses ou une évaluation des recoupes. Ou s'il a été irradié à proximité, à ce moment-là, c'est là qu'on s'excite un petit peu en dosimétrie quand on récupère le dossier. On va chercher à récupérer par tous les moyens l'ancien dossier de traitement, donc soit en interne, ça c'est plutôt simple en théorie, sauf quand il faut aller chercher le dossier aux archives et que c'est un vieux dossier papier, soit en externe, et à ce moment-là, on va gérer le rapatriement des données via une plateforme sécurisée qui a été mise en place par notre service informatique et puis avec l'aide du secrétariat médical. Ça a été validé en réunion de département, c'est clairement un impératif. Il y a une discussion médecin-physicien avant toute dosimétrie. Si on a cette information qu'il y a une irradiation antérieure à proximité, on ne commence plus la dosimétrie sans avoir eu une réflexion a priori, qui va nous servir à définir les contraintes pour la dosimétrie à venir. Et on collige les informations qui sont le fruit de cette réflexion dans un tableau qui est disponible dans le Record and Verify, ou si on a beaucoup plus d'informations à donner, on peut également mettre un texte libre. Le radiothérapeute peut donner un texte libre pour donner des indications à la dosimétrie. Il y a aussi la possibilité de faire une demande d'avis collégial donc au staff réirradiation. Donc ça, c'est géré au moyen d'une tâche. Ça reste à la libre appréciation du radiothérapeute
et ou du physicien qui peut aussi avoir besoin d'avoir un avis collégial sur le recalage et le cumul de doses. Pour résumer notre workflow, donc on va identifier qu'un patient a déjà été radié, on récupère les données, soit en interne, soit en externe, on fait le recalage d'images, donc on va se poser la question à cette étape rigide ou déformable ou les deux. On a ensuite une discussion médecin-physicien et ou une réunion réirradiation où on va valider le recalage d'images. J'insiste beaucoup sur cette étape. C'est primordial que le médecin ait notion des limites du recalage, où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on n'est pas bon. On va discuter de conversion EQD2, quel alpha sur bêta, pardon, pour quel organe, éventuellement de récupération, d'évaluation des zones de recoupe et des doses aux organes à risque, et puis on va définir les objectifs dosimétriques pour la planimétrie. Ensuite seulement, on réalise la planimétrie, le cumul de doses, et puis on peut repasser le dossier dans la boucle. Donc, soit validation directement médecin-physicien, soit rediscussion en réunion réirradiation si ça rassure tout le monde. Voilà. Ce qui est important de garder à l'esprit, c'est le reporting. On peut faire tout ça si jamais on note pas toutes les hypothèses qu'on a fait. Je vous assure que quand on rouvre le dossier, même 3 mois après, on se souvient de rien et on comprend rien. Donc, c'est important, même si c'est pas forcément un reporting standardisé, de vraiment tout tracer et garder à l'esprit toutes les hypothèses qui ont été faites. Donc, pour rentrer, faire un focus sur le groupe réirradiation, donc c'est un groupe qui a été initié par Marie-Pierre en 2020. L'objectif, c'était de mettre un staff de discussion et de validation collégiale des dossiers de réirradiation, encadré par des seniors médecins et puis par des physiciens expérimentés. Donc, elle l'a dit, on a un groupe, un petit noyau dur de groupe réirradiation. L'objectif, c'était d'avoir un aspect éducatif et d'encadrement pratique pour les assistants, de standardiser aussi nos pratiques tant au niveau médical que physique. Cette réunion, elle se fait en présentiel et en visio parce qu'on a une antenne satellite sur le site de Villefranche et elle est aussi ouverte régulièrement à des centres périphériques qui nous adressent des dossiers pour avis. Parmi les points qui sont discutés lors de la réunion, il y a la validation d'abord des indications, la discussion éventuellement des doses de prescription, et validation des prescriptions, et la définition de contraintes et les validations de cumul de doses. Voilà. Pour vous donner un peu une idée de notre activité de réirradiation, donc on a des statistiques seulement depuis 2020, mais on voit que d'année en année, on a à peu près 10% de nos dossiers qui sont des dossiers de réirradiation. Et on voit également sur le graphique de droite l'évolution du nombre de dossiers, donc en bleu, sur tous les dossiers de réirradiation, du nombre de dossiers qui sont adressés à la réunion réirradiation. Donc, voilà, entre 25 et 50% des dossiers de réirradiation à proximité sont discutés en réunion réirradiation. On a mené une petite enquête rapide auprès de nos assistants anciens et actuels pour savoir ce que leur avait apporté la réunion. Donc, voilà, la question de est-ce qu'ils adressaient systématiquement leur dossier de réirradiation à la réunion, les réponses sont variables, mais en moyenne, 80% des dossiers étaient adressés à la réunion réirradiation. Quand on leur pose la question de savoir si ça leur a permis de poser plus d'indications de réirradiation, dans la grande majorité, mon graphe est faux en bas, mais dans la grande majorité des cas, donc dans 5 cas sur 7, les assistants répondaient qu'ils étaient plutôt d'accord, voire tout à fait d'accord. Quand on leur demande si ça leur a permis de prendre plus confiance en matière de réirradiation, globalement, on a 5 assistants sur 7 qui étaient tout à fait d'accord pour dire que ça leur avait permis d'acquérir de la confiance. Si ça leur a amené, quand on leur demande si ça leur a amené à modifier leur pratique en termes de dose de tolérance aux organes à risque, globalement, on a la grosse majorité qui sont assez d'accord, voire tout à fait d'accord. Et quand on leur demande le plus de la réunion collégiale, ce qui arrive en premier, c'est la validation des cumuls de doses, ensuite la détermination des doses de prescription, et puis enfin la validation de l'indication thérapeutique. Et puis on avait d'autres réponses libres où clairement les assistants soulignaient l'intérêt d'avoir une réunion collégiale et pluridisciplinaire pour prendre ces décisions. Voilà, quand on leur demande également s'ils souhaitent poursuivre et assister à la réunion une fois leur assistanat terminé, clairement, ils sont tous plutôt d'accord, voire tout à fait d'accord pour continuer à y assister. Et ils conseillent également dans la grande majorité la réunion, enfin, ils inciteraient dans la grande majorité à participer à la réunion à des centres extérieurs. Je vais passer rapidement sur cet exemple de cas discuté où on a traité cette patiente au CyberKnife à Lyon
35 grès en 5 fractions sur T8. Elle est ensuite repartie dans son centre d'origine et puis elle a dû être réadressée pour une deuxième indication 25. Alors au départ, on ne connaissait pas forcément la dose, mais sur T6, T7, donc vraiment en limite de l'ancienne irradiation. Et en fait, malheureusement, cette patiente, elle a fait une fracture sur la vertèbre qui avait été irradiée chez nous. Donc, ça a occasionné pas mal de discussions, de réflexions. Le centre extérieur, en fait, nous a réadressé le dossier pour avis, donc pour discussion. Hein, c'est eux qui ont fait l'irradiation, mais on a discuté leur dossier. Sur l'irradiation précédente, la moelle avait déjà reçu une dose conséquente. Alors là, j'ai pas... Oups, pardon. Le détail. Pardon. Sur la moelle, oui, on était déjà sur le PRV moelle à 51 grès et sur la moelle, on était déjà à 40 grès. Et puis, ce qui nous inquiétait, c'était l'œsophage aussi qui avait déjà reçu au PRV 61 grès. On a eu plusieurs approches, un recalage sur D6, D7, un recalage également sur D9. Et puis, on a fait un recalage déformable aussi pour essayer d'avoir un raisonnement plus global. Sur la moelle, on a raisonné sur le recalage sur D6. On a fait l'hypothèse que c'était vraiment la partie antérieure du corps vertébral qui était tassée et qu'au niveau postérieur, on avait peu de déformation. On a vu aussi que la moelle était pincée, donc on a supposé qu'elle était bloquée dans le canal médulaire à cet endroit-là. Et on a comparé vraiment toutes les techniques de recalage et on arrivait, quelle que soit la technique, à une dose moelle, donc vraiment à la moelle vraie, hein, pas au PRV, inférieur à 67 grès EQD2 cumulé, quelle que soit la technique de recalage qu'on utilisait. Sur l'œsophage, en revanche, on était un petit peu plus inquiet parce qu'en fait, on s'est dit finalement, si le rachis est descendu d'un étage, ben, potentiellement, l'œsophage qui est en regard de des vertèbres qu'on réirradie, notamment de D7 aujourd'hui, bah, c'était peut-être l'œsophage, la portion d'œsophage qui a été qui a vu de la dose sur l'irradiation de D8. Donc là, on a eu, on a fixé des contraintes à 70-75 grès EQD2 cumulés sur l'œsophage. Il y a eu un raisonnement en dose max point parce que là, il n'y avait aucune solution de recalage qui nous permettait d'avoir un avis tranché sur la question. Et voilà, on n'a pas de nouvelles de cette patiente, mais a priori, ça s'est plutôt bien passé. En conclusion, donc on a besoin d'outils de recalage et de cumul de doses puissants pour avoir une approche exhaustive, mais c'est à implémenter, tester et maîtriser, et c'est important d'en connaître les limites. Le recalage rigide est souvent limité. On a vu les avantages, inconvénients des différents types de recalage. Le déformable, c'est vraiment un outil avancé qui présente cependant également des limitations et qui est encore peu utilisé en fait dans la pratique. Donc c'est important de se construire une expérience solide et d'avoir une stratégie de commissioning de ces méthodes. Et puis de garder à l'esprit qu'on peut toujours utiliser des méthodes de double contrôle associées. C'est même fortement recommandé. Nous, quand on fait du déformable, ce qui reste rare, on associe toujours ça à des recalages multiples rigides. Voilà, et puis clairement, pour nous, c'est hyper important d'avoir une discussion collégiale appuyée par des seniors spécialistes par pathologie, j'ai fini, ce qui permet d'apporter réassurance, sécurité, amélioration continue. Ça demande beaucoup d'implication, donc voilà, c'est lourd, mais clairement, c'est ce qui nous permet d'avoir une approche systématique et puis potentiellement à terme de construire des bases de données robustes. Merci pour votre attention. Désolée pour le timing.